Donc deuxième table ronde, la première table ronde était plutôt bilan de cette année si particulière, avec un accent en particulier sur les métiers de l'ANACOFI et sur les PME et les ETI fragilisés pendant cette première partie de l'année, enfin pendant cette année. La deuxième table ronde, je la voudrais un peu plus prospective et plus peut-être aussi un peu macroéconomique sur les leviers du retour à une forme de croissance et une capacité de redémarrer pour l'économie et sur le rôle que les uns et les autres peuvent jouer dans cette phase de redémarrage. Je vous présente les intervenants donc assez rapidement. Je pense que vous avez une liste qui vous donnera leur nom, mais sinon on a quand même donc Éric Pinon qui est le président de l'AFG, Alain Piton qui est le secrétaire général de Paris Europlace, Jean-Noël Barrot, qui est député des Yvelines, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale et secrétaire général du Modem, Julien Aubert, député LR du Vaucluse, David Charlet, juste à côté de moi, président de l'ANACOFI, et Florence, que j'ai vu tout à l'heure, Lustmann, qui est la présidente de la Fédération française de l'assurance. La transition entre les deux tables rondes, enfin, si je résume la première table ronde, c'est bien, ça a tenu, tout le monde s'est adapté, on a évité le pire. Et la conclusion de Frédéric, c'était un peu, si on a de la confiance, ça devrait aller. Je caricature bien sûr un peu, mais il y avait quand même une forme d'optimisme. Juste sur cette prise de température assez rapide, faire un premier tour de table des uns et des autres sur est-ce que vous partagez ce constat et quels sont peut-être vos signes de vigilance. Peut-être qu'on peut donner la parole d'abord à nos deux, entre guillemets, politiques. Peut-être Jean-Noël, vous pouvez commencer sur quelle est la température selon vous en cette fin d'année et l'année 2021 qui s'annonce. Eh bien, écoutez, à la fois des... Allô? Oui, à la fois des signes d'optimisme avec la promesse ou l'espoir que, avec l'arrivée du vaccin, nous puissions voir le bout du tunnel, mais évidemment, en même temps, des sujets d'inquiétude majeurs, avec notamment la question de l'endettement qui s'accumule sur ou devant les entreprises de France, qui risquent d'être ralenties dans leur rebond, dans leur redémarrage par ce mur de dette qu'elles ont à surmonter. Et je crois que de ce point de vue-là, puisqu'on est aujourd'hui rassemblés grâce à l'ANACOFI, il y a véritablement un sujet à activer cette épargne. La Banque de France nous disait hier que pouvait s'attendre à l'horizon de la fin 2021 à avoir 200 milliards d'euros d'épargne accumulée du fait de la crise et des confinements successifs. Il faut donc activer cette épargne en mobilisant les outils de France Relance. Je pense en particulier au label relance qui doit permettre d'orienter cette épargne accumulée, cette épargne qui dort aujourd'hui, vers les entreprises pour faciliter le redémarrage, mais aussi accélérer les transitions, puisque tout l'objet du plan de relance qui a été mis sur pied avec 100 milliards d'euros sur 2021 et 2022, c'est non seulement de stimuler la demande, si je puis dire, ou en tout cas l'investissement des entreprises, mais aussi d'accélérer leur transition vers des modèles moins carbonés, vers des modèles plus locaux. En tout cas, la relocalisation des entreprises et la décarbonation des entreprises sont très largement visés par ce plan de relance. Mais tout ça, ça suppose des fonds propres. Et ces fonds propres, ils peuvent être alimentés par cette épargne très largement accumulée tout au long de l'année 2020 et apparemment qui va continuer à s'accumuler pendant l'année 2021. Et je crois qu'enfin, au-delà des fonds propres des entreprises, il y aura devant nous un sujet majeur de partage de la valeur créée en sortie de crise, au moment où la croissance reviendra, et que tout ça n'est pas incompatible évidemment avec l'activation de l'épargne. Je crois que c'est le moment ou jamais de mettre l'accélérateur sur les dispositifs de partage de la valeur, participation, intéressement, et notamment l'actionnariat salarié. C'est une manière tout à la fois de renforcer les fonds propres des entreprises, pour l'actionnariat salarié notamment,
de protéger d'une certaine manière nos entreprises en rendant l'actionnariat de nos entreprises plus français, plus local, mais aussi d'associer très largement les salariés, notamment ceux qui, notamment pendant le premier confinement, mais également pendant la crise, auront été sur la deuxième ligne et qui méritent d'être une certaine forme de reconnaissance ou de considération. Eh bien, les instruments de partage de la valeur et l'actionnariat salarié, qui, à mon avis, doit être encore beaucoup plus encouragé qu'il ne l'est aujourd'hui, est une des priorités qui est devant nous. D'accord. Julien, la même question plutôt sur la partie diagnostic avant de voir quels sont peut-être les moyens qu'il faudrait activer pour développer pour accélérer une relance. Déjà sur le diagnostic, la température de l'économie française en cette fin d'année, à l'aube d'une nouvelle année, comment est-ce que vous sentez les choses? D'abord, il y a une incertitude sur la situation sanitaire, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une troisième vague ou pas. C'est un premier élément important parce que pour certaines professions, on arrive quand même au bout du rouleau, à la fois psychologique et financier. Deuxièmement, il risque d'y avoir un impact en fait asymétrique et structurel de la crise telle que nous l'avons vécue. C'est-à-dire que lorsque la mer va se retirer, nous allons réaliser peut-être que certaines activités sauront parfaitement revenir en toute résilience à leur état initial. D'autres vont peut-être profiter parce qu'il y aura une accumulation d'épargne et donc, par exemple, les gens voudront, je dirais, se dépenser leur argent dans certaines activités, mais il y aura sans doute beaucoup de commerces, d'activités, d'entreprises qui auront disparu et qui pourront être localisées géographiquement dans certains bassins d'emploi. Donc on risque d'avoir, je dirais, une économie à trous à la sortie de la crise. Troisièmement, il y a le sujet évidemment du décrochage, parce que je crois que cette crise a montré aussi notre faiblesse en matière d'indépendance, de souveraineté. Et donc, c'est peut-être une crise qui va tout simplement révéler un décrochage de la France par rapport à certains de ses voisins européens, notamment. Enfin, je crois qu'effectivement, sur le sujet de la dette, je vous rappelle que notre dette publique va augmenter de 17 points en 2020. La dette allemande va augmenter de 1,8 points sur la même période. Il y a aussi un impact, c'est sur la zone euro, puisque les performances divergentes des économies européennes lors de cette crise risquent d'affaiblir la monnaie unique par tout simplement le jeu d'une spéculation qui se ferait à l'encontre d'un pays qui serait jugé plus faible ou dans l'incapacité de rembourser sa dette. Donc je dirais que il y a effectivement quelques lueurs d'espoir, il y a eu la résilience, on est arrivé à limiter les dégâts et il y a une épargne qui est là. Néanmoins, pour l'instant, nous n'avons aucune idée de la véritable létalité de la crise parce qu'elle est masquée. Et ensuite, si ça se prolonge et si effectivement il y a eu un impact structurel asymétrique, on risque de le payer pendant plusieurs années. D'accord. Sur la partie, je pense qu'on peut passer à la partie comment enclencher un rebond, comment retrouver de la confiance, comment ce que disait tout à l'heure Jean-Noël, comment finalement mobiliser cette épargne qui est là. Mais est-ce que sur la partie constat sur l'année, quelqu'un veut donner aussi un point de vue sur le constat sur l'année, sur comment se trouve le secteur? Est-ce que David, sur ce point du constat, un mot à partager d'abord avant de passer plutôt sur les outils et sur les perspectives de relance? Je pense que Nebosha l'a un peu fait sur nos métiers, donc je pense qu'on va plutôt laisser parler nos invités. Parce que Nebosha l'a fait dans la première table, il a dit à peu près ce que l'on savait de la situation des entreprises de notre univers à nous. Il y a une question qui est une question qui reste en suspens après les études que l'on avait faites dans le courant septembre, puisqu'il y a eu cette vague après, et là on est sur des impressions, on n'a aucune donnée statistique d'entreprises qui... Alors, moi je dis ont abdiqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la fin de l'année, ont arrêté de se battre dans la mesure où elles n'étaient pas en danger de mort dans nos métiers, ce qui n'est pas le cas d'autres, et où elles ont essayé de travailler sur l'existant. Voilà tout ce que je peux rajouter sur la situation que l'on a aujourd'hui. Encore une fois, c'est la remarque que je fais là.
est une remarque complémentaire aux études qu'on a fait en septembre, et ça ne relève pas d'une étude statistique. L'étude statistique, les questionnaires par demain, on sera capable de la faire, je pense, dans le courant du mois de février-mars. Jusque-là, je n'ai pas grand-chose à ajouter d'autre par rapport à ce qu'a dit Nebochat. Je pense que par contre... Eric, peut-être sur le constat, sur le constat et la prise de température avant qu'on passe à la partie solution. Eric, peut-être, Eric Pinon. Oui, merci. Non, moi je vais pas redire ce qu'ont dit nos deux élus de la République que je partage, avec un sujet sur la confiance, avec un sujet aussi, et c'est peut-être mon seul commentaire de ce qu'on a vécu du passé, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un fort décalage. Tout le monde l'a évoqué dans la table ronde précédente. Il y a un fort décalage. En mars, c'était la fin du monde. Et puis on a une stabilité des marchés financiers cotés, j'insiste beaucoup là-dessus, et on y reviendra sûrement pendant tout l'été. Et là, on a même une sorte de rebond, le vaccin, un certain nombre de choses. Bon, alors troisième vague, pas troisième vague. Je pense qu'il est utile, et c'est ce qu'a dit Jean-Noël et ce qu'a repris également dans la table ronde précédente le médiateur du crédit, c'est que 200 milliards d'épargne supplémentaire non investie ou maintenus en prudentiel me paraissent être effectivement des sommes importantes. Donc, soit elles seront dépensées pour de la consommation à venir, soit elles seront réallouées. Et c'est là où je pense, et je m'arrête là pour l'instant, que tous les conseillers et tous les acteurs vont avoir un rôle sur le phénomène relance. Le label relance a été évoqué par Jean-Noël et nous sommes autour de la table, Florence Hutzmann et moi, et bien sûr David, co-signataire de ce label relance. Je pense qu'il est utile de redonner de la confiance. Ce que j'ai bien compris et ce que j'ai osé dire au ministre des Finances, Bruno Le Maire, c'est que c'est bien beau d'essayer de réorienter l'épargne. Si les gens sont inquiets parce qu'on leur annonce que la vraie vie va être sans travail, avec du chômage supplémentaire, des licenciements, et j'en passe, c'est des meilleurs. Je vous fais grâce des sujets de retraite ou de maladie. Effectivement, il y a un problème de retour à la confiance avec, et je reviens sur ce qui a été dit à la table ronde précédente, des sujets, mais on y reviendra sûrement, comme a dit notre chère médiatrice, des problèmes d'inculture ou de mauvaise éducation financière qui a eu pour effet d'entraîner des gens dans des supports pas liquides, dans des supports soi-disant rémunérateurs. Ils comprennent pas toujours que les obligations peuvent perdre de l'argent. C'est pas le coupon qui perd de l'argent, c'est la valorisation. Alors pour l'instant, il est toujours en phase de baisse de taux, donc on ne dit pas, mais il y a des phénomènes techniques qui n'ont pas été suffisamment bien expliqués, et je crois qu'il est utile d'y revenir. Donc pour revenir au point 2020, et ça c'est le point que je commence à évoquer rapidement, la cotation boursière n'est pas en phase avec la réalité économique que nous avons autour de nous. C'est valable pour les restos, c'est valable pour les événementiels, c'est valable pour tout ce qui est médias. Il y a beaucoup de monde non coté qui malheureusement souffre énormément, et on l'entend et on le voit, je fais grâce de quelques sujets liés aux vacances hivernales ou ce genre de choses. Voilà mon avis sur le passé. Je pense qu'il faut effectivement essayer de redonner confiance et motivation à de l'épargne plus longue, plus en haut de bilan, comme Jean-Noël l'a évoqué, et ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. On reviendra sûrement sur la loi PAC, le PER et tous ces sujets-là dans la partie 2 de cette discussion. D'accord. Alors Florence, puis ensuite peut-être Alain, justement sur ce que les univers que vous représentez peuvent apporter dans apporter de la confiance et apporter du relais de croissance. Quels sont les mécanismes sur lesquels, selon vous, on peut essayer de jouer en 2021? Florence? Merci. D'abord, je rappellerai qu'effectivement, je crois que pour rétablir la confiance, il faut pas demander seulement à l'État, mais il faut aussi faire confiance aux investisseurs privés et notamment aux assureurs. Je rappelle que on gère quand même 2600 milliards d'euros chaque année. Alors, ne fantasmez pas, hein, c'est de l'argent qui en fait appartient aux assurés, soit directement si c'est leur contrat d'assurance vie, soit parce que ça nous servira pour indemniser les sinistres qu'ils ont eus. Et nous, notre responsabilité, c'est de bien gérer ces sommes de façon à ce qu'à tout instant, on soit en capacité d'honorer tous ces engagements qu'on a pris vis-à-vis d'eux. Il n'en demeure pas moins qu'on a donc 2600 milliards d'euros, dont 60% sont investis dans les entreprises, ça fait plus de 1500 milliards d'euros, pardon, et à plus de 80% en France et en Europe. Donc, vous voyez que là, on a vraiment un levier important.
Avant de revenir sur cet aspect purement financier, je voudrais quand même aussi dire que nous avons été présents pendant toute cette crise. Nous sommes des acteurs dits essentiels de l'économie. Ça, c'est très important parce que nous avons un rôle économique absolument majeur dans les territoires, sur le terrain, tous les jours. Vous le savez bien, quand vous vous promenez en France, dans le moindre village, dans la moindre ville, vous allez trouver à côté de la mairie, l'école, la pharmacie, le buraliste, un intermédiaire d'assurance. Au total, ce sont quand même 250 000 salariés répartis sur tout le territoire et qui travaillent dans ce secteur de l'assurance, qui est un secteur résilient et qui fait vivre les territoires. Alors, ça permet aux territoires de vivre parce que, par exemple, avec l'assurance des catastrophes naturelles, eh bien, un territoire frappé par une catastrophe de grande ampleur, dramatiquement touché, eh bien, il pourrait être définitivement condamné. Et grâce à cette assurance catastrophe naturelle, eh bien, il va pouvoir se reconstruire. De façon moins dramatique, on peut vivre si aussi, vous projetez sur 2021, donc quels sont les mécanismes sur lesquels vous voudriez mettre l'accent en particulier? J'y viens parce que je suis sur le tissu local des entreprises. Nous réglons chaque année plus de 40 milliards de sinistres en dommages. Et donc, avec ça, on fait vivre quoi? On fait vivre toute la filière des garagistes, mais pas seulement, tout le BTP. On fait vivre également les pharmacies. Et puis, je rappelle qu'on a un rôle contracyclique, c'est-à-dire que nous, on continue à embaucher même dans les crises. Et j'en veux pour preuve cette année où on va quand même prendre plus de 10% de plus d'alternants que ce qu'on fait d'habitude, sachant qu'en moyenne, 1 sur 2 sera embauché à la sortie. Alors ça, c'était sur les fondamentaux de notre métier parce que c'est ce qui éclaire, si vous voulez, la façon dont on investit. Et c'est parce qu'on est, je dirais, en première ligne pour constater les évolutions liées au climat et en particulier le triplement ou le quadruplement du coût des sinistres naturels en 40 ans, eh bien qu'on est tellement motivé quand on gère pour investir et pour favoriser une relance qui soit durable, qui soit verte, qui soit également plus égalitaire entre l'ensemble des citoyens. Et donc, nous, on a investi 50% de plus sur le vert l'année dernière. Les UC responsables également dans les contrats se développent très bien. Et je termine par un exemple absolument concret de ce qu'on peut faire pour la relance, parce qu'en fait, on l'a déjà décidé. On l'a décidé dès le mois d'avril. Et donc, cette démarche de relance France durable, conjointement avec la Caisse des dépôts, ça consiste donc à injecter en ce moment, mais en fait, encore une fois, on l'avait anticipé, on l'avait décidé dès le mois d'avril, on a décidé d'injecter plus de 2 milliards, 2,2 milliards, donc 2 milliards qui viennent des assureurs, pour relancer notre économie, relancer notre appareil productif, mais sur des critères de durabilité, parce qu'encore une fois, notre activité de gestionnaire de risque et celle de notre quotidien nous convainc que c'est ça l'avenir de notre pays et ça, c'est ça également l'avenir de l'économie européenne. Alors ce plan, il est historique pour 2 raisons. D'abord pour les montants, vous voyez bien 2,2 milliards, dont 800 millions sont fléchés sur la santé, 200 millions sur le tourisme, mais aussi par ses ambitions ESG, puisque dans le cahier des charges qu'on a rédigé pour sélectionner les asset managers, qui dans cette opération, vous l'aurez compris, sont nos prestataires, eh bien dans le cahier des charges, on a indiqué que les fonds devraient utiliser systématiquement des critères ESG pour sélectionner les entreprises, que les investissements dans le non coté seraient conditionnés à la mise en place d'une démarche RSE au sein des entreprises qui vont en bénéficier. Et puis évidemment, on a exclu les investissements dans le charbon, le tabac, etc. Aujourd'hui, ce programme, eh bien, il est bouclé, c'est-à-dire tous les asset managers ont été sélectionnés, de l'argent a déjà été débloqué, que ce soit pour la TPE, la toute petite. Vous me dites qu'est-ce que vous faites? Eh ben moi, je dis que depuis 2 mois au moins, il y a de l'argent, il y a 38 millions sur la plateforme October pour financer pour les tout petits, les TPE, des projets dans le tourisme. À l'autre bout de la chaîne, on vient de boucler donc le programme santé quasiment 800 millions, avec comme priorité les investissements dans la relocalisation des laboratoires de recherche ou des unités de production de médicaments, pour développer les services utiles à la santé, services à la personne, soins à domicile, la télémédecine, dans la recherche, l'innovation, le développement des médicaments, des technologies
Vous sans essayez de oublier. tout dire d'un seul coup, hein. C'est très bien, mais le débat, c'est pas un débat là. Vous essayez de tout dire d'un seul coup. Je vous Non, non, mais je veux dire que l'argent est là pour relancer l'économie. Je veux dire, je vous donne des exemples concrets. Financer aussi la prévention, qui est quand même malheureusement la grande absente de tous nos programmes publics de santé. Donc, si vous voulez, l'argent est là, il n'y a plus qu'à. Donc, les asset managers sont disponibles, sont prêts pour investir dans des projets. Et c'est bien ça qui, en 2021, va nous permettre de relancer l'économie. Donc, excusez-moi, je voulais vous donner des exemples oui, mais concrets. vous avez donné tous vos éléments d'un seul coup. C'est pas facile de débattre comme ça. Je vais passer la parole à Alain. Juste pareil, de manière peut-être relativement synthétique, pas nous exposer tout ce que Paris Europlace pourrait faire, mais quel est le sens un peu politique que vous pourriez donner, vous, à une priorité pour contribuer à la relance. Et puis après, je voudrais redonner la parole à Julien Aubert, Jean-Noël Barrou, puis à David. Alain. Alors, le message de la place financière de Paris, alors je ne sais pas si c'est un message politique, mais en tout cas, c'est celui sur lequel insiste beaucoup Augustin Dambranier, qui est le président de Paris Europlace, c'est de dire que dans la précédente crise, qui était une crise financière, la finance, pas forcément la finance française d'ailleurs, était à l'origine du problème. Là, aujourd'hui, elle est la solution. Et c'est vrai sur cette année 2020, plutôt dans la gestion de l'urgence, on l'a vu avec les PGE, et Florence vient de le rappeler sur le secteur de l'assurance, mais je dirais surtout pour les années à venir, avec la partie avec tout ce qui va concerner la relance. Et là, simplement pour vous dire rapidement, nous, il y a deux piliers sur lesquels on travaille, qui sont en fait les piliers de la place financière de Paris. C'est évidemment l'ensemble du secteur financier qui est très largement représenté ici, et c'est aussi les entreprises. Il se trouve qu'on a un collège d'investisseurs, et c'est Valérie Botson, patronne de CPR Asset Management et d'Amundi, une des directrices d'Amundi qui le pilote. Et le collège d'entreprise, c'est Xavier Gir, directeur financier d'EDF. Et là, on a eu deux axes de travail sur cette année 2020 qui vont aussi orienter les travaux sur 2021. Sur le collège d'entreprise, bon, je ne vais pas être très original. C'est évidemment la question du renforcement des fonds propres. Ça a été beaucoup évoqué dans cette conférence, et je pourrais revenir peut-être sur deux, trois propositions après. Et le deuxième sur les investisseurs, parce que là, on va avoir besoin de la mobilisation de ce pôle investisseur de la place de Paris. Et quand on parle d'investisseurs, c'est les assureurs, comme présente Florence, c'est aussi les gérants d'actifs, Eric en particulier, c'est aussi vous, les distributeurs, les conseillers financiers. Et là, le rapport, on l'a intitulé « Investir utile et responsable », et avec un message qui est de dire que on parle, et là aussi Florence l'évoquait, on parle beaucoup d'ESG, Jean-Noël Barrot l'évoquait également, on parle beaucoup d'ESG, environnemental, sociétal et gouvernemental. On a pas mal développé les sujets de finance verte au sein de la place de Paris. Il faut qu'on insiste davantage sur la dimension sociétale, et peut-être du coup juste faire aussi un clin d'œil, s'il me le permet, à ce que disait Julien Aubert tout à l'heure en matière de souveraineté. On a vu dans nos documents, dans nos études, dans nos analyses que ce sujet de souveraineté, il vaut aussi en matière de souveraineté financière européenne. On pourra là aussi y revenir peut-être après. D'accord. Peut-être un point sur une question un peu réglementaire. Je disais, dans les débats habituels de l'ANACOFI, on parle tout le temps de réglementation. Cette année, pour l'instant, on n'en parle pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu réglementaire cette année? Est-ce qu'il y en a quand même? Est-ce que dans la crise que nous traversons, la question qu'on pourrait se poser, qu'on peut peut-être poser aux politiques, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être aussi d'alléger un peu la régulation? Est-ce que c'est pas une année où il faut pas trop modifier le cadre pour qu'on puisse avancer déjà avec des règles qu'on connaît et peut-être assouplir même au contraire? Alors si vous venez sur ce terrain, bon, j'avais fait un édito, je crois, en avril, dans lequel j'avais dit laissez-nous bosser. Je le maintiens, et je l'ai redit plusieurs fois. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas eu de réglementaire? Presque l'inverse en réalité. Si ce n'est, on a eu beaucoup plus de travaux réglementaires qu'on aurait dû en avoir. Tout a été. Alors, si ce n'est que ça n'est pas spécifiquement français. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a eu des travaux sur des textes d'exception, et on a plutôt lâché la bride pour que ça puisse fonctionner, tolérer des choses qu'on tolérerait jamais. Ça ouvre d'ailleurs un débat. Est-ce que AMF et ACPR ont arrêté de contrôler, puis maintenant doivent se calmer ou pas. Donc il y a ce sujet-là, mais sur la réglementaire pure, en fait, ce qui s'est passé, je pense que c'est pareil dans beaucoup d'autres pays, c'est que tout le monde a sorti des textes d'exception. En général, il s'agissait de desserrer dans la plupart des pays, donc on pourrait se dire c'est plutôt bien. Par contre, ça a eu un deuxième effet, c'est qu'on a l'impression que, et notamment à Bruxelles, ils se sont retenus de produire du texte,
Et puis, dès qu'on a commencé à approcher d'un moment un peu plus normal, ils ont vomi du texte, du projet de texte. On a aujourd'hui un nombre de consultations en cours qui est juste prodigieux. Si ce n'est que ça n'a pas été le sujet cette année. Cette année, on était tous à essayer. C'est des textes pour tirer les leçons de la crise actuelle ou c'est des textes pas que. C'est-à-dire qu'on se prend aujourd'hui des textes qui découlent de travaux de réflexion liés à la crise actuelle, plus la reprise de travaux qui sont pas du tout liés à ça et qui ont été gelés pendant un temps puis redémarrés. Pour certains d'ailleurs même pas gelés, on nous demandait de faire des constats sur MIFID, DDA et autres, alors qu'on était tous en train de fonctionner sur des modèles alternatifs à ces règles pour réussir à faire fonctionner nos boîtes, ce qui est quand même un truc assez surréaliste. Il n'y a pas eu de pause, spécifiquement. Et là-dessus, par exemple, il n'y a pas eu de pause. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on faisait un bilan à 2 ans. Là, globalement, on a eu un an pendant lequel on ne pouvait pas constater quoi que ce soit, mais on a quand même voulu faire le bilan, ce qui est quand même assez surréaliste, pour nous décider de nouvelles règles contraignantes, sachant que tout le monde, pendant ce temps-là, a essayé de desserrer pour qu'on puisse bosser, ce qui est quand même assez surréaliste. Du coup, aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous êtes dans quelle situation pour que les membres de l'Anacofi puissent jouer un rôle constructif dans cette période de relance? Tout le monde le dit, il faut mobiliser l'épargne, il faut redonner de la confiance. Est-ce que vous avez les outils? Comment est-ce que vous pouvez contribuer à ça? Alors, nos professionnels n'ont pas une grande difficulté à pouvoir contribuer. Pour autant, Nebosha le disait tout à l'heure, qu'on arrive à générer du contact prospect pour en faire un client. Il faut rencontrer les clients. C'est-à-dire que certains ont trouvé des solutions pour générer de la clientèle de manière digitale, mais ce certain n'est pas dominant. Et ce qu'on vient de vivre n'a pas transformé en un système dominant de conquête par du digital. C'est pas vrai. Bon, en tout cas pas pour les clients qu'ont nos professionnels, qui, rappelons-le quand même, sont en général des clients qui veulent être accompagnés. Sinon, sinon les autres savent se débrouiller avec une plateforme et en lisant leurs journaux, etc., etc., etc. Donc, ou alors en allant chez leur agent général. Ce que vous avez besoin, c'est de recréer du lien, en fait. Mais nous, en fait, l'une des problématiques que l'on va avoir, et qui est à peu près la seule, parce qu'en termes d'image, dans cette crise, on s'est fait du bien. On n'est pas le seul métier qui le dit. On n'est pas cause de la crise et on est un élément de la solution. Donc, en termes d'image, en termes de capacité à savoir-faire, en termes d'avoir démontré que les CGP et les conseillers en finance d'entreprise n'étaient pas des vieux cons derrière leur bureau, puisqu'on a montré ce qu'on disait depuis des années, on est digitalisé. Arrêtez de nous dire que c'est un métier de vieux bonshommes et de vieilles dames qui font qu'aller rencontrer des gens en présentiel et qui savent faire que ça. C'est pas vrai. On avait 80% de taux d'entreprises digitalisées. C'est-à-dire quoi? Qu'elles rendaient de l'humain, mais que derrière, elles avaient le digital. Et notre problème, il a plutôt été à la limite de découvrir que certains de nos partenaires n'étaient pas capables de se connecter correctement avec nous pour pouvoir gérer. D'accord? Donc, soyons aussi très clairs. Donc, on a plutôt une bonne image. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est très bien d'avoir une bonne image, mais que si l'endroit où on rencontre les prospects qui deviendront clients et les méthodes ne tournent plus, trouver un système alternatif en 6-8 mois, c'est très compliqué. Et à l'évidence, c'est la difficulté que nous remontent nos membres. Parce que quand on parle et c'est l'enjeu pour 2021. On peut faire une année 2020. Je vous donne un chiffre. Un cabinet dans nos métiers vit à 50% sur ses clients historiques et sur le travail du quotidien, 25% sur les nouvelles affaires qu'ils font avec ses anciens clients et 25% de nouvelles affaires avec des nouveaux clients. On peut faire une année sans avoir ces 25, mais on peut difficilement en faire une deuxième. Parce que la deuxième, il faudra qu'on la répercute sur le business model de l'entreprise et sur tout ce qui va avec. Voilà. Et notre sujet, pour nous, ce que l'on voit, il est là. Il est sur ce quart-là, où pour l'instant, on ne semble pas qu'on ait trouvé de solution, alors même qu'on a une très bonne image et que tout le monde dit on a besoin de vous. Sur la priorité politique, peut-être pour l'année qui vient, je vais passer la parole à Jean-Noël et à Julien. Je crois que c'est Julien qui disait tout à l'heure, il y a 3 types de, il y a des secteurs qui sont aujourd'hui très lourdement impactés avec ce confinement qui, même s'il se termine, des secteurs qui n'ont pas pu rouvrir. Où est-ce qu'il faut fixer des priorités dans l'année qui vient? Quelles doivent être les priorités politiques, vous diriez, Jean-Noël? Il faut vous rebrancher votre micro, je crois qu'il est coupé. Oui, merci beaucoup. Je suis très sensible à ce qui a été dit et je crois qu'il faut accompagner les assureurs, les gestionnaires d'actifs, les distributeurs de produits d'épargne autant que nous le pouvons, parce que il faut quand même se rappeler que le plan de relance c'est 100 milliards d'euros, mais que l'épargne accumulée que j'évoquais tout à l'heure, et c'est 200 milliards d'euros. Donc il y a vraiment quelque chose à aller trouver de ce côté-là. Ensuite, vous m'interrogez sur la priorité politique. Nous avons avec France Relance une stratégie sectorielle à la fois de sauvetage de certains secteurs
qui auront été directement impactés par la crise et d'accélération des transitions de notre industrie, de notre économie. Je crois que ce à quoi il va falloir être extrêmement attentif dans l'année qui vient, c'est que nous avons vu que certains secteurs vont s'en sortir un peu mieux que d'autres. Mais là où vont se jouer les choses dans la vraie vie, si je puis dire, c'est au niveau des territoires ou plus précisément des zones d'emploi, des bassins d'emploi. Vous allez avoir des bassins d'emploi dans lesquels vous aurez énormément d'entreprises en difficulté ou très endettées. Vous en aurez d'autres où il y aura peut-être quelques entreprises directement affectées par la crise, mais ça sera compensé, si je puis dire, par le dynamisme d'autres secteurs dans des zones d'emploi qui seraient un peu plus diversifiées. Et je crois qu'il va falloir que nous ayons une attention toute particulière pour ces territoires, ces départements, ces zones d'emploi dans lesquelles les activités très exposées à la crise auront été concentrées parce que ce sont dans ces endroits-là, et je pense en part à ce qui se passe dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie, qui sont extrêmement concentrés sur les secteurs du tourisme et dont le chiffre d'affaires est extrêmement concentré sur le trimestre d'hiver. C'est dans ces endroits où l'industrie est très concentrée que le marché du travail aura le plus de difficultés à choc et la remontée brutale du chômage. Donc c'est à ces territoires-là qu'il faudra accorder la plus grande attention. Julien, sur ce risque de fracture ou sur les priorités politiques peut-être pour l'année qui vient, en termes économiques. Comme ça a été dit, comme ça a été dit, c'est d'abord une crise de l'économie réelle. Donc, c'est vrai que tout ce qui découle en économie financière, toutes les ingénieries qui pourront être mises en place sont évidemment utiles, mais seront inefficaces si on ne règle pas d'abord le problème de l'économie réelle. Donc, tout à l'heure, on parlait de stabilité normative. C'est évidemment, dans un monde incertain au plan sanitaire, quelque chose qui est important pour donner de la visibilité aux acteurs. Et donc, ça, je rejoins ce qui a été dit sur la logorée normative de Bruxelles. Et puis, comprendre aussi que, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les modifications structurelles ou pas. C'est que les entreprises ont adopté un mode dégradé pendant une année. Et la question est de savoir si cette crise change les modèles économiques ou si, après la crise économique, on peut revenir, entre guillemets, au monde d'avant. En fonction, je dirais, des secteurs et des projections, on n'aura pas forcément les mêmes stratégies. Je crois que ce qu'il faut éviter, c'est une stratégie qui soit uniquement budgétaire, c'est-à-dire un plan de relance, on dépense, on s'endette, on saupoudre peut-être, en espérant que ça suffise à absorber le choc. Je crois qu'en réalité, une stratégie ne peut fonctionner que si elle est adossée sur une vision industrielle des choses, avec donc des secteurs qui soient des secteurs établis de manière hiérarchisée et prioritaire. Et donc, je pense notamment à la défense, à la santé, à la transition énergétique, à l'alimentation, aux industries de pointe. Ça me semble être, je dirais, des secteurs d'investissement stratégique, parce que ce sont des secteurs où nous avons une crise souveraine, et donc il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé en 2020. Et pour moi, ça doit être adossé à un grand ministère de l'industrie, semblable au MITI japonais, et qui serait incapable à la fois de jouer un rôle d'orchestre industriel national sur ces secteurs d'avenir, mais aussi également de nouer avec la Caisse des dépôts un partenariat de manière à avoir un bras financier qui soit une espèce de fonds souverain, à quel d'ailleurs on pourrait adosser certaines entreprises du CAC 40. Ensuite, dans les enjeux, il y a aussi la question des jeunes, pour lesquels, évidemment, qui seront les premières victimes. Donc, on a absolument besoin d'un dispositif tremplin pour tous les jeunes qui terminent leurs études et qui entrent sur le marché du travail, avec par exemple les 6 premiers mois de salaire des jeunes diplômés embauchés par les entreprises qui pourraient être prises en charge par l'État sur le modèle de la prise en charge du travail partiel. Et puis, on a quelque chose sur la fiscalité à faire, et notamment supprimer immédiatement la contribution sociale de solidarité des sociétés, voire aller plus loin sur d'autres types, d'autres enjeux fiscaux, de manière en réalité à faire en sorte que les entreprises qui ont pu être malmenées en 2020, eh bien, surmontent cette crise avec plus de flexibilité. Et puis après, il y a des choses plus structurelles, notamment sur une économie plus juste et plus durable. Je pense qu'il faut effectivement, tout à l'heure on parlait d'épargne salariale, je crois qu'il faut aller vraiment très loin en regardant le tournant de la participation,
en reprenant des choses qui appartenaient à l'ADN politique de la droite, en tout cas. J'avais moi-même proposé des sociétés par action participative où on allait très loin dans la prise au capital des salariés. Et puis des notions de barrières écologiques aux frontières, également de TVA sur la vente directe des produits tirés des circuits courts, je pense en agriculture, enfin des choses, si vous voulez, qui permettent de relocaliser l'économie et aussi d'enraciner une économie dans une politique guidée par un souci d'aménagement du territoire. D'accord. Sur ce que la place de Paris pourrait faire, Paris Europlace, Alain, je vais vous passer la parole en termes de, il y a des mots-clés qu'on a prononcés, actionnariat salarié, renforcement des fonds propres, flécher l'épargne ou l'investissement vers des entreprises de secteurs prioritaires ou des régions en plus grande difficulté. Est-ce que Paris Europlace peut jouer un rôle à ce niveau-là? Quels sont les mécanismes que vous pourriez activer pour contribuer à cette accélération? Peut-être une réponse à deux niveaux. La première, c'est que dans les travaux qu'on a fait, notamment avec Euronext et Croissance Plus, pour ce qu'on a présenté comme la bourse, comme levier de la relance, on a insisté justement sur le développement de fonds, ce qu'on appelle, alors pardon, ça va faire un peu technique, mais fonds des cornerstones. C'est en fait des fonds qui sont avec des investisseurs piliers qui vont aider en fait à la mise sur le marché d'un certain nombre d'entreprises. Alors c'est peut-être éloigné de certaines préoccupations sectorielles, c'est pas ça qui va régler le problème des stations de ski, c'est évident. En revanche, on a vraiment besoin que l'économie française continue à soutenir ces entreprises, ces pépites, elles soient technologiques d'ailleurs ou pas. Il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est vraiment un des points sur lesquels on insiste. Et le deuxième message, peut-être aussi qu'on a essayé de développer, et là, ça répond à la remarque de Julien Aubert. L'ingénierie financière, elle est au service de l'économie. Quand on parle de ces sujets, et Dieu sait que la France d'ailleurs a plutôt un bon positionnement en Europe là-dessus, c'est vraiment au service de cela. Juste un exemple, on a des fonds qui sont des fonds dits sectoriels qui sont en train d'investir sur le secteur de la santé, qui répondent, je pense, aux enjeux de la souveraineté stratégique de l'Europe par rapport à ces thématiques-là. Après, on pourrait développer toute une série d'autres éléments, mais à nouveau, les solutions techniques, elles existent. Et quand je disais tout à l'heure en message de la part d'Augustin de Romanet sur le rôle du secteur financier, c'est vraiment d'être complètement connecté à ces besoins-là. C'est évidemment, comme on l'a dit largement dans cette émission, de drainer les flux d'épargne, mais c'est aussi de bien savoir, comment dire, faire les bons branchements. Et je crois que là-dessus, la technique et l'expertise financière que peuvent apporter les acteurs de la place de Paris, elle est tout à fait essentielle. Donc ça fait partie des points sur lesquels on travaille. Vous me permettrez juste de citer un point sur lequel qui nous tient très à cœur, qui est la question des données. Les données, ça peut paraître là aussi éloigné de préoccupations du quotidien et ce qu'on est en train de vivre dans l'urgence. En revanche, les données, qu'elles soient financières ou extra-financières, c'est le nerf de la guerre et le nerf, d'une certaine manière, de la compétition économique qui est en train de se jouer entre l'Europe et les autres blocs régionaux. Là-dessus, il faut être clair, on partait plutôt avec une avance, on a de l'expertise, on a un savoir-faire, etc. Là encore, il se trouve que les acteurs, notamment américains, sont en train de prendre des parts de marché. Donc nous, ce qu'on dit, c'est dans l'agenda en tout cas de la place financière de Paris, ce point-là est tout à fait stratégique et c'est à nouveau, et j'insiste là-dessus, un enjeu de souveraineté pour l'Europe. Parce que si vous perdez vos données, c'est vrai pour les données personnelles, mais c'est vrai bien au-delà pour les données financières, extra-financières, vous perdez d'une certaine manière la valeur qui sera créée et l'intérêt que ça aura après pour les entreprises dans leur développement. Éric, sur ce qui a été dit et sur les perspectives de se projeter pour contribuer à ces éléments de relance, peut-être une réaction? Oui, merci beaucoup. Je voulais reprendre les mots que je partage totalement de Laurence Haussmann tout à l'heure, qui expliquait tout ce que les assureurs font ou nous demandent de faire, nous les asset managers qui travaillons pour le compte de leurs actifs qu'ils nous confient. Je pense qu'il y a tout un rôle important, et je dis ça dans le cadre de cette réunion Anacofi de ce soir. Vous êtes en charge, vous les commercialisateurs tiers, de la remotivation, du retour de la confiance, de la réorientation des 200 milliards dont Jean-Noël et tout le monde parlent. Je pense qu'il est très utile de voir, par exemple, que même si au début c'était un projet spécifique assurance, Florence a parlé des projets qu'elle avait avec la Caisse des dépôts sur la santé, le tourisme et la restauration, et puis le général.
suite au rapport Tibi, tout un sujet sur la tech. Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, et ça a été dit par le médiateur du crédit. Beaucoup de sociétés, moi j'ai entendu le ministre des Finances dire, ceux qui ont la chance d'avoir des sites internet vont survivre, ceux qui n'en ont pas vont peut-être mourir. Bon, j'espère, et Monsieur Cédric O, secrétaire d'État, travaille beaucoup là-dessus. Donc oui, les assureurs ont donné le bon chemin, et Florence l'a évoqué, et je partage ce point de vue, puisque dans les appels d'offres ou dans les gestions qu'elle nous délègue ou que les assureurs nous délèguent, nous allons là-dessus. Je pense qu'il est utile que vous, conseillers, vous ayez dans cette réorientation de l'épargne, dans ces propositions de solutions d'épargne, mot que j'aime bien, et j'étais d'ailleurs très heureux d'entendre Nebocha ne pas parler de risque. Moi non plus, je supporte pas le mot risque dans la gestion financière. Je trouve que c'est une erreur marketing, mais de sensibilité. Et sensibilité, ça va aussi avec le fameux label relance qui a été évoqué par les uns, par les autres. Moi-même, tout à l'heure, j'en parlais, parce que je pense qu'il faut qu'on réoriente avec un sujet. Je l'ai évoqué rapidement et on a beaucoup travaillé avec Jean-Noël en particulier et bien sûr les assureurs sur ce sujet de la loi PAC, du plan d'épargne retraite, du complément à l'épargne longue qui va permettre deux choses. Celle d'accompagner les entreprises avec des niveaux de fonds propres élevés, que ce soit en côté ou en non-côté. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas intégré, que l'AFG couvre le monde de l'immobilier, le monde du côté, le monde du non-côté. Nous ne sommes pas aussi peu diversifiés que d'aucuns pourraient le croire. Mais on est dans une situation où ce qu'a dit Florence, et j'insiste là-dessus, et je dis ça parce que nous y participons tous, les banquiers, les assureurs et les asset managers ou les sociétés de gestion. Nous siégeons, hier encore, nous étions au MEDEF tous les trois, assureurs, banquiers et sociétés de gestion. Il faut que vous nous aidiez, vous, commercialisateurs, monde du CGPCIF, à effectivement assurer à vos clients que le placement long terme, que le placement à destination, comme je me prête souvent à le dire, sur des échéances plus longues, va permettre trois choses. On parlait de l'ESG, bien entendu, c'est-à-dire une réorientation un peu de qualité de l'épargne. On parlait de l'épargne longue versus la dépendance, versus la retraite et la durée de vie plus longue que nous avons le plaisir d'avoir, mais qu'il va falloir financer. Et enfin, le troisième point, qui est d'arrêter d'être trop prudentiel sur l'ensemble des actifs. Florence l'a dit tout à l'heure, elle gère 2000, je ne sais plus quel chiffre qu'elle a annoncé, 2400 ou 2500 milliards au niveau des assureurs, avec, et ça a beaucoup changé depuis quelques années, un stock qui est toujours encore en fonds en euros, mais avec un flux qui est de plus en plus en UC. Et comment vient ce stock en UC? Il ne vient que des conseils que vous donnez, que les réseaux distributeurs dont elle parlait à côté des mairies, des boulangeries ou de l'église, effectivement dans les villages, va faire que le client va enfin comprendre qu'il est un acteur, j'allais dire, à son choix, à sa destination. Et je reviens, et je termine par là, la jeune génération, dont je fais malheureusement plus partie, mais effectivement fait de plus en plus d'investissements directs. Je pense qu'il faut là-dessus les motiver à faire des investissements et à prendre leur part de financement. Et c'est ce qu'a encore une fois dit Florence tout à l'heure, et je partage ce point de vue. Vous avez, vous, ce rôle avec des actifs qui se domicilieront soit dans l'assurance, soit dans le compte titre, mais peu importe, le sujet n'est pas là. On a parlé des PEA à la table ronde précédente. C'est pas le sujet de savoir où on met l'argent, c'est le sujet de savoir où nous destinons l'argent par rapport à ces placements long terme qui bénéficieront et au territoire et à l'écosystème et à l'ensemble de la relance. Et là, je termine sur cette intervention et peut-être sur ma discussion de ce soir. Je l'ai déjà écrit, je suis comme David, je dis quelque chose parfois un peu violemment. Ça serait dommage que la relance, que le rebond, que le redémarrage de l'économie française ou européenne profite à quelques, on va dire, gens riches, on va dire ça comme ça, pour être entre nous là, plutôt que d'être utilisé et pratiqué et en tout état de cause bénéficierait à tout le monde. Moi, je crois que vous avez un rôle, mesdames, messieurs les CGPCIF, c'est de réorienter une épargne pour que tout le monde profite de ce rebond. Et je reviens sur ce qui vient d'être dit effectivement par... Il faut que je passe la parole. Il faut que je passe la parole à peut-être parce que le temps file. Julien Aubert a raison, mais tout le monde l'a dit et Alain Piton l'a évoqué, Augustin Romanet le dit. Nous ne sommes pas dans une crise systémique, nous sommes dans une crise où il y aura des rebonds. Alors il faut les identifier, mais il y aura des rebonds. Donc merci de nous aider à réorienter et à prendre des responsabilités sur ce point-là.
Peut-être un mot de la part de Florence qui se défendait tout à l'heure, alors que personne n'avait attaqué l'image de l'assurance ce soir. C'est vrai que moi qui suis un peu extérieur, dans l'assurance, il y a deux métiers. Il y a un métier qui est d'assurer un risque comme une catastrophe naturelle. Il y a aussi de préparer notre avenir avec des placements. Sur quelle action peut-être vous pourriez conclure pour justement adresser ce message aux membres de l'ANACOFI sur une priorité pour 2020 venant du monde de l'assurance, et puis après je donnerai la parole à David pour conclure. Je vais être dans la droite ligne de ce que disait Eric à l'instant. Vous savez qu'on a une collecte nette qui est négative en assurance vie depuis le début de l'année. Alors en fait, il y a un maintien de la collecte et une collecte positive sur l'unité de compte. Donc ça veut dire que effectivement, les intermédiaires font leur travail et que de plus en plus de Français sont séduits et comprennent qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc souscrivent à des contrats qui sont en unité de compte. Ceci dit, en proportion, on est encore loin du compte. Et globalement, vous savez que les gens mettent leur argent sur des contrats en euros ou des contrats en unité de compte. Le fonds euro, à 60%, il est investi dans les entreprises. Donc moi, j'ai envie de dire que si vous voulez faire des investissements productifs, eh bien, mettez-les sur l'assurance vie plutôt qu'effectivement les laisser dormir sur les comptes courants ou sur le livret A. Très bien. David, un mot de conclusion à cette table ronde un peu particulière, pour une année très particulière. Oui, on a parlé de plan de relance, on a parlé des unités de compte, le label relance, tout le PER, la loi Pacte, on pourrait citer tout un tas de choses. Il y a un élément qu'on doit tous conserver en tête, c'est que la dernière crise, nous sommes arrivés possiblement sans les armes. D'abord, on était les coupables. Et nous, les conseillers, on était peut-être moins coupables que d'autres, mais on était coupables quand même. Voilà. Alors, quelle que soit la posture qu'on essayait de prendre, bon, et on n'avait pas forcément les outils. Cette crise, on a beaucoup plus d'outils. Ça, je trouve que c'est un élément qu'on doit tous considérer, parce que quand Jean Footman le dit aujourd'hui, il y a plus de gens il y a plus d'investissements sur les UC. Oui, mais c'est sûr. Sauf que nos professionnels aujourd'hui peuvent proposer des UC qui sont probablement plus adapté à ce qu'un épargnant est capable d'entendre. Pour autant, Jean-Mal disait tout à l'heure qu'on avait quelques centaines de milliards. Oui, mais si on prend les comptes bancaires, les dépôts sur compte bancaire, on est à 460 milliards. Donc là, on est sur des masses qui commencent à être considérables. Et je voyais ce matin tomber les résultats d'une étude, pas faite par nous malheureusement, mais qui disait que c'est une des préférences des gens. C'est-à-dire aujourd'hui, laisser leur argent sur leur compte pour plein de raisons. Alors les motivations, on les comprend, ils savent pas ce qui va se passer, ils savent pas sur quoi investir. Venez nous voir, on va vous expliquer. Et on retombe sur ma question tout à l'heure, et comment on contacte celui qui vient de donner cette réponse-là, qui était quand même dans les 2-3 premiers résultats de pourquoi c'était sur leur compte bancaire. C'est quand même, voilà. Donc, Jean-Noël, il y a un sujet. C'est effectivement, on n'arrive pas à adresser l'information que des gens peuvent s'occuper d'eux, aux bonnes personnes. Voilà. Donc, on est mieux armé, mais là, on a quand même eu une coupure sur 2020 qui est terrible. Tout un tas de choses qu'on a l'habitude de faire, en fait, ont arrêté de pouvoir se faire. L'un des grands enjeux de 2021, ça va être de pouvoir trouver les moyens, soit palliatifs, soit de redémarrer ce qui recrée du lien pour pouvoir faire rebouger. On sait très bien que dans nos économies modernes, en fait, ce qui fait la richesse, c'est le fait de faire bouger, de faire circuler. Là, on circule plus. Et en tout cas, les capitaux circulent plus beaucoup. L'argent qui est aujourd'hui stocké est de l'argent en attente. Pour moi, c'est pas de l'épargne. Formellement, statistiquement, c'en est. Mais les 100 milliards en plus, c'est pas encore de l'épargne. C'est de l'argent qui attend de savoir s'il va devenir de l'épargne ou s'il reste gelé. L'enjeu pour nous tous, c'est de faire en sorte que tout ou partie de cet argent-là et une partie de ce qui était gelé sur les comptes bancaires sans bouger, on arrive à l'amener là où il faut. Les outils, on a de meilleurs outils qu'avant. Je prends juste l'exemple de l'ESG et des fonds ISR. Rappelez-vous, la dernière crise, tout le monde se demandait si ces trucs étaient des produits marketés mais nuls, pour le dire avec des mots assez crus, et on avait un mal de chien à expliquer à un client qu'un fonds ISR était un peu qualitatif. Il nous disait, oui, d'accord, mais enfin, je vais faire cadeau à des gens, puis j'ai pas de renta de l'autre côté. C'est plus vrai. Voilà, c'est plus vrai. Et on avait la priorité de et la crise d'avant, les gens nous disaient également, je veux de l'investissement qui ait du sens, je veux de l'investissement de proximité, et on n'avait pas d'outils. Aujourd'hui, on a le crowd, on a des fonds non cotés, on est mieux armé. La question maintenant, c'est
comment on va pouvoir expliquer à ces gens, et puis il y a une chose qu'on maîtrise pas, c'est qu'ils arrêtent d'avoir peur de l'avenir. C'est-à-dire que il y a aussi ça, c'est qu'on peut pas non plus décider des gens qui se disent est-ce que je perds mon boulot dans 3 semaines. Et ça, par contre, je peux pas le résoudre. C'est pas nous, conseillers, qui allons le résoudre. Donc il y a une question de confiance globale à redonner. Merci à toutes et à tous. Désolé pour la forme un peu spéciale de ce débat qui favorise pas forcément les échanges. Je vous donne rendez-vous, j'espère, à l'année prochaine dans un format plus classique. Plus classique. Je crois que c'était Jean-Noël qui le disait tout à l'heure. On a la perspective d'un vaccin, ce qui est quand même une bonne chose. On a effectivement des entreprises qui ont résisté. On a de l'épargne. On a une envie d'économie qui a envie de redémarrer. On l'a vu après la fin du premier confinement. En fait, l'économie peut redémarrer assez rapidement. Elle a du muscle. Donc, on peut aussi avoir un peu d'optimisme. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous et bonne fin d'année. Bonne fête. Bonne fête, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bonne fête, au revoir.